Je vous partage le cours maintenant. Ouais. C'est bon pour le cours, pour les slides? Oui. Super, merci. Alors là, on va voir en fait la décomposition orthogonale. Donc ceux qui ont fait le FIMI ou ceux qui ont vu Gram-Schmidt, on va plus ou moins revoir Gram-Schmidt. On va aller un peu plus loin, mais on va revoir ce que c'est que l'orthogonalisation, la décomposition orthogonale. Donc, alors là, je vous montre un petit exemple en 3D pour vous faire sentir ce que ça va être cette décomposition orthogonale. Donc, imaginons qu'on a un vecteur V ici, qui est voilà, pointé, qui est représenté par cette flèche rouge. Et imaginons qu'on a donc ces trois vecteurs-là, donc en particulier ces deux vecteurs-là, donc Q1 et Q2, tels que Q1 et Q2 sont orthogonaux, donc leur produit scalaire est égal à 0. Et en plus, avec une autre condition supplémentaire, c'est que Q1 et Q2 seront normés. Donc, leur norme est égale à 1. Donc, la norme 2 de Q1 est égale à la norme 2 de Q2, qui est égale à 1. Alors, on peut dire que V, donc notre vecteur de départ, sera égal à V, donc le vecteur de base, de départ, pardon, produit scalaire Q1. Donc, on projette V dans la dimension portée par Q1. Et cette projection sera, donc la coordonnée selon cet axe-là sera donnée par ce produit scalaire, VQ1. Et à cette valeur scalaire, on va lui rajouter le vecteur qui porte cette dimension-là, qui porte cet axe-là. Donc le vecteur qui est juste normé va donner la direction et la grandeur, si vous voulez, du vecteur de la composante de V selon cette dimension-là sera donnée par le produit scalaire entre V et Q1. Idem pour Q2. Donc on projette V dans l'axe porté par Q2. Donc, on regarde quelle est sa coordonnée, qui est donnée par cette valeur-là, et elle est portée par le vecteur Q2. Ok, donc on l'a décomposé, si vous voulez, V en deux composantes qui seront portées par Q1 et Q2, plus une troisième composante qui va correspondre à un vecteur résiduel qui va compléter le vecteur V. D'accord? Donc là, on a décomposé V en deux composantes selon les deux directions portées par les deux vecteurs normés Q1 et Q2, par cette sorte de base 2D définie par Q1 et Q2. Et un troisième vecteur, R, qui va être cette sorte de vecteur résiduel qu'on devra rajouter à la décomposition de V selon Q1 et Q2 pour obtenir notre vecteur V d'origine. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire, nous? Ça sera d'essayer de définir, de trouver des méthodes de décomposer, de trouver ces sortes de bases orthonormées. Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est que cette base-là qu'on va trouver, elle sera orthogonale. Alors, d'un point de vue un peu plus général, donc là, on l'a vu pour un exemple 3D, mais d'un point de vue plus général, on peut l'appliquer à un espace de n dimensions. D'accord? Donc, le but, c'est de décomposer un vecteur, le vecteur V, selon une famille de vecteurs qui sera orthonormale. Alors la famille en question, comme je vous l'avais montré dans le petit exemple au-dessus, elle sera composée par n vecteurs, Q1, Q2 jusqu'à Qn, donc là c'est dans des vecteurs complexes, mais encore une fois, vous pouvez voir ça comme si on était dans les réels. On imagine que les QI en question seront dans CM
et on veut faire ça pour un vecteur V, tout vecteur V qui sera dans CM aussi. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Si on reprend ce que je vous ai montré ici, et on l'écrit, mais cette fois-ci pour nos n vecteurs de notre famille, ça sera tout simplement R plus, donc ça c'est le vecteur résiduel qu'il faudra rajouter pour finir de décrire V, plus ce qui peut être décomposé selon notre famille orthonormale, qui est donc la somme sur tous les vecteurs de notre famille de 1 jusqu'à n de QI, donc le vecteur normé, le IM vecteur normé. Donc, lui, il va donner la direction, si vous voulez, fois le produit scalaire entre QI et V. Donc, encore une fois, on avait dit que le produit scalaire entre deux vecteurs, c'est le premier vecteur transposé, point le deuxième vecteur. Okay, on peut écrire comme ça le produit scalaire si on pose nos deux vecteurs comme des vecteurs colonnes. Donc voilà, ça va nous donner la coordonnée. Donc, hop, comme dans ce cas-là, lorsqu'on projetait V sur ces dimensions-là, la coordonnée ici elle est donnée par le produit scalaire entre V et Q1, ça sera la même chose ici. Et on le fait pour tous les vecteurs allant de Q1 jusqu'à Qn. Alors, si n est inférieur à m, Q1 jusqu'à Qn ne sera pas une base. Et donc, il va exister ce vecteur résiduel R qui va également appartenir à Cm, qui va être différent du vecteur nul, qui va venir compléter ce qui manque pour retrouver notre vecteur V de départ. Comme je vous l'avais dit, les coefficients QI étoile point V, donc les produits scalaires entre les QI et le vecteur V, vont nous donner les coordonnées du vecteur V selon les axes définis par chacun des QI. Voilà, c'est en gros, je redis ce que je vous ai dit ici dans le petit exemple en 3 dimensions, mais là, on est dans un cas à n dimensions. D'accord? Alors, on peut réécrire cette petite équation-là d'une façon plus intéressante. Donc, là pour des soucis de clarté, donc pour être vraiment à l'identique que dans notre cas de départ, j'avais noté le QI en facteur du calcul de coefficient entre QI étoile qui était donné par le produit scalaire entre QI et V, donc QI étoile point V. Alors, maintenant, rien ne nous empêche d'enlever ces parenthèses et de d'abord faire ce calcul-là, de faire d'abord QI point QI étoile. On pourrait faire ce calcul-là tout d'abord. Ok, donc imaginons qu'on fait ça. Et maintenant, on pourrait même sortir le V, parce qu'il est en facteur de tous les produits entre QI et QI étoile, pour tous les QI. Donc on pourrait mettre une parenthèse ici. Donc en fait, on aurait un terme R plus un terme ici entre parenthèses qui correspond donc à cette somme pour I allant de 1 à N des QI point QI étoile. D'accord? Le tout point V, donc notre vecteur V de départ. Alors, qu'est-ce que c'est que cette matrice déjà, qu'est-ce que c'est que ce QI point QI étoile? Donc QI a quelle taille? On avait dit que c'est des vecteurs colonnes de M dans CM. Donc QI va avoir M lignes et une colonne. On est d'accord? Donc QI point QI étoile va avoir quelle taille? Ça sera ça à laquelle on aura appliqué QI étoile qui va avoir donc une ligne et M colonne. Et donc à la fin, QI point QI étoile va avoir M ligne et M colonne. Et si on fait le calcul, vous pouvez donc
faire le calcul à la main, vous pouvez prendre un petit vecteur et essayer de faire le calcul à la main, vous allez tomber sur cette matrice-là, en fait. Donc, le premier terme en haut à gauche sera égal à QI1, donc la première valeur de QI, fois QI1, donc QI1 au carré, si vous voulez, donc le premier terme de QI au carré. Si on regarde le dernier élément en haut, il sera égal à QI1, donc le premier élément de QI, fois le dernier élément de QI, d'accord? Alors cette matrice-là sera symétrique parce que le terme qui est ici, qui est en bas à gauche, sera égal à celui-là. Donc ça sera le dernier terme de QI fois le premier terme de QI et le dernier terme de la matrice, donc celui qui est dans la diagonale, sera égal à QIM, donc le dernier élément de QI au carré. Si vous n'êtes pas très sûr de ça, je vous invite à faire le petit calcul à la main. Vous vous posez un petit vecteur QI, donc par exemple, vous pouvez dire QI étoile sera égal à Q1, Q2, enfin QI1, QI2, etc. Et vous faites le calcul à la main et vous allez tomber sur ça. Donc ça, c'est pour le terme QI.QI étoile. Qu'est-ce qui se passe donc pour la somme, on peut faire la somme terme à terme et finalement, cette matrice, ce terme-là, c'est une matrice. C'est une matrice qui va correspondre à quoi? Qui va contenir quoi dans chaque cellule? Il va contenir la somme pour i allant de 1 jusqu'à n, donc la somme pour chacun des vecteurs de notre famille, de QI1 fois QI1, donc la somme des premiers termes de chacun des vecteurs au carré. Donc ça sera pareil pour tous les éléments de la diagonale. Et pour ce terme-là, par exemple, ça sera pareil pour tous les autres termes, ça sera la somme sur tous les vecteurs de notre famille du premier terme de chacun des vecteurs fois le dernier terme de chacun des vecteurs. On fait la somme pour tous les vecteurs de notre famille. Et donc, c'est ça, la matrice qu'on trouve ici. En fait, on a donc le résidu plus le produit entre une matrice, donc la matrice qui est décrite ici, et notre vecteur V. Et ça correspond donc à notre décomposition selon la famille des vecteurs Q1 jusqu'à Qn de notre vecteur V de départ. Alors, comment est-ce qu'on peut calculer cette matrice-là? Au départ, elle a l'air un peu bizarre, donc on va voir comment est-ce qu'on peut calculer cette matrice-là. D'accord? Donc, imaginons qu'on définisse une matrice Q chapeau, grand Q chapeau, où on va mettre en fait dans les diagonales les vecteurs de notre famille. Donc, la première, pardon, pas dans les diagonales, dans les colonnes. La première colonne, on prend Q1, la deuxième colonne, on prend Q2, Q3, et ainsi de suite jusqu'à Qn. Donc, c'est une matrice avec m lignes, étant donné que chacun de ces vecteurs a m éléments, et il est décrit dans Rm ou dans Cm, et elle a n colonnes, une colonne pour chacun des vecteurs de la famille qu'on aura définie. Donc, qu'est-ce qui se passe si on fait le produit matriciel entre Q chapeau et Q chapeau étoile? En fait, il s'avère qu'on va trouver la matrice qu'on cherchait à obtenir. Donc, peut-être je vais vous laisser faire le calcul pour la prochaine fois et on regardera si vous avez des questions, mais c'est un bon exercice pour vous entraîner. Essayez de faire le calcul. Donc, vous posez une matrice et vous essayez de faire le produit matriciel entre Q chapeau et Q chapeau étoile et vous allez tomber sur cette matrice-là. D'accord? Donc, finalement, cette matrice-là, si jamais vous avez une famille de vecteurs Q qui sont orthonormés, qui sont orthogonaux entre eux et qui sont normés, vous pouvez construire cette matrice Q et en faisant le produit matriciel entre Q et sa transposée,
dans le cas des réels, vous allez pouvoir donc définir, cette sorte de projecteur, voilà, ce projecteur P, qui est donc tout simplement la matrice qu'on avait vue ici, c'est-à-dire le produit matriciel entre Q chapeau et Q chapeau étoile, qui va nous projeter V, le vecteur V, dans, dans le sous-espace qui va être décrit par cette famille-là de vecteurs. Et il nous restera, étant donné que là, on n'a pas une base, on a juste, n vecteurs, n étant inférieur à m, on aura en plus un vecteur, une sorte de vecteur résiduel qu'il faudra garder pour, expliquer V entièrement. Et R sera bien orthogonal au vecteur, donc à l'image de V par le projecteur P, par P. Voilà donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que cette matrice P, qui est juste le produit entre Q chapeau et Q chapeau étoile, va projeter V dans le sous-espace généré par, la matrice Q, par l'ensemble des vecteurs, de la famille qu'on aura définie. Alors, il s'avère que P, comme je viens de vous l'annoncer, P sera un projecteur. Alors on peut regarder ça assez facilement. Donc on prend P et on le met au carré, donc on calcule P, produit matriciel P. Donc je vais juste remplacer P ici par sa définition. Donc on a dit que P c'est Q étoile, pardon, Q chapeau étoile. Donc on remplace P par Q chapeau étoile, fois P, Q chapeau étoile. D'abord, on va regarder le terme qui est au centre ici, donc Q chapeau, étoile Q chapeau. Et ce terme-là nous donne l'identité. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Est-ce que quelqu'un voit pourquoi est-ce que Q chapeau étoile point Q chapeau donnera l'identité? Non, personne? En fait, si on regarde la définition de Q chapeau, on sait que ce sont des vecteurs colonnes qui sont orthonormés, donc qui sont orthogonaux les uns avec les autres et qui ont une norme égale à 1. Donc lorsque je fais Q chapeau étoile Q, ça veut dire que je vais faire le produit scalaire entre Q1 et Q2. Et ça me donne 0 pour l'élément qui est juste au-dessus de la diagonale. Idem, si je fais Q1, produit scalaire Q3, ça me donne 0 et ça me donne 0 pour tout, sauf lorsque je fais le produit scalaire entre Q1 et lui-même ou entre Q2 et lui-même. Ces éléments-là vont se retrouver sur la diagonale. Et lorsque je fais le produit scalaire entre Q1 et lui-même, étant donné que Q1 est normé, ça va me donner un 1. Idem pour Q2, idem pour le reste. Donc finalement, ce terme-là va me donner l'identité. Donc l'identité ici va pouvoir sauter, la matrice identité, et il va nous rester donc Q chapeau, étoile. Donc c'est-à-dire que P est égal à P carré. Donc c'est bien un projecteur. Et en plus, on va pouvoir voir que P est une matrice hermitienne. Pour voir ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut calculer P étoile. Donc, on remplace P par sa définition, donc Q chapeau étoile, le tout étoile. On applique la transposée. Tac, ici, on applique la transposée. Et on retrouve P encore une fois. Donc, ça veut dire que P étoile est égal à P. La matrice est hermitienne, donc c'est bien un projecteur orthogonal. P va remplir la condition pour que ça soit un projecteur, il est idempotent, et c'est une matrice hermitienne. P étoile est égal à P, donc c'est un projecteur orthogonal. Voilà. Il s'avère que n'importe quel projecteur orthogonal va avoir une décomposition
heu, qu'on pourrait écrire P est égal à Q étoile, avec Q, chapeau étant une base orthonormée de l'image de P. Donc c'est-à-dire que les vecteurs colonnes de Q chapeau seront orthogonaux les uns avec les autres et auront une norme 1. Voilà, et ça sera une base de l'image de P. Donc là, je vous mets un petit exo, d'ailleurs 2 petits exos qui vont avoir à peu près les mêmes, le même goût que les exos qu'on a pu faire, juste avant, l'exo sur les projecteurs. Pareil avec, des graphiques à tracer en 3D et des propriétés à regarder avec une matrice Q avec des vecteurs, orthogonaux, hem, à appliquer donc sur notre jeu de données, qu'on aura construit. Heu Et donc la prochaine fois, donc là on a vu une série de définitions et la prochaine fois on va, passer sur la factorisation QR et on va voir, l'algo de Gram-Schmidt. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur cette partie du cours-là? Pas forcément? Heu, donc pour la prochaine fois, je vous conseille de continuer tranquillement les petits exos que je vous donne. Ça vous permet en même temps de travailler sur les notions qu'on aura vues en cours et d'avoir une intuition un peu plus pratique, avec des petites visualisations en 3 dimensions ou des visualisations des matrices, des notions qu'on a vues qui sont parfois un peu abstraites, mais en appliquant ça sur NumPy, vous allez peut-être avoir, des intuitions un peu plus concrètes qui vont pouvoir se construire au fur et à mesure. D'accord? Donc je vous conseille, de faire ça en simultané. Donc là, je vais arrêter le partage et je vais arrêter l'enregistrement.